Nouvelle semaine sur la Terre, la 9e de cette année 2023 et nouvelles audiences du tribunal de l'actualité pour décrypter des faits marquants d'ici et d'ailleurs. Nouvelle semaine marquée aussi par la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, dont il sera question au cours de cette audience. Nous parlerons aussi dans un second mouvement du Conseil conjoint de gouvernement qui s'est tenu entre le Mali et le Burkina. Un invité dans ce prétoire, Richard Tiéné, journaliste et directeur de publication de Radar Info Burkina. Bonjour Richard Tiéné, merci d'honorer notre invitation. Bonjour Président, merci de me recevoir, avec plaisir. Bonjour au juge Inoussa Ouedraogo qui siège pour cette audience du tribunal de l'actualité. Bonjour Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur la télé interactive True TV et en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Bienvenue également à vous tous qui nous suivez sur nos plateformes numériques et place à la séquence avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est la séquence avant-propos des juges et j'ai un seul juge sur le plateau aujourd'hui, juge Inoussa Ouedraogo. Quel est votre avant-propos? Merci Président. Nous sommes au lendemain donc de l'ouverture du FESPACO et ça a pu avoir lieu finalement malgré les peurs, les difficultés et tout ce qu'on a eu comme commentaire autour. Et je voudrais ici donc saluer l'ensemble des acteurs qui ont permis cela. L'ouverture a été une belle fête. Comme je dis, malgré les difficultés, avec la présence remarquée du pays invité d'honneur, le Mali. Je pense que tous les acteurs sont à applaudir et prier pour que la sécurité revienne, pour que les acteurs aussi qui assurent en ce moment la sécurité puissent avoir la force, le courage et la vigilance nécessaire pour que tout se passe donc sans anicroche et que chacun puisse repartir dans son pays dans la paix et dans la santé. Et je voudrais aussi en ce moment précis avoir une pensée pour tous ces Burkinabés qui ne pourront pas participer malheureusement au FESPACO, qui ont bien voulu le faire, mais compte tenu de l'insécurité ou parce qu'ils sont des personnes déplacées internes, ne pourront pas donc participer à cette fête-là. Nous espérons que la prochaine édition du FESPACO sera la bonne édition pour ces personnes-là, afin donc qu'ensemble on continue donc de célébrer le cinéma et ses acteurs. C'est le FESPACO, le Festival du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. C'est un festival panafricain, c'est le plus grand rendez-vous du cinéma du continent. C'était l'avant-propos du juge Inoussa Ouedraogo pour cette audience, un avant-propos qui nous plonge d'ailleurs dans le corps de notre sujet d'aujourd'hui, puisque nous évoquons le FESPACO, justement, la 28e édition pendant une semaine. Ouagadougou est le centre de l'Afrique, au cœur de l'actualité cinématographique africaine, et nous avons un invité, il s'appelle Richard Tiéné, il est journaliste, directeur de publication de Radar Info Burkina, mais également Richard Tiéné est réalisateur cinéma, il est auteur du film documentaire Thomas Sankara, l'humain, sorti en 2020 et qui retrace le combat du père de la révolution du Burkina Faso. Je reste avec vous donc Richard Tiéné. Tout d'abord, comment appréciez-vous cette entame de festival? C'est le plus grand rendez-vous du festival, c'est le plus grand rendez-vous africain du cinéma et de la télévision. C'est un festival qui se tient cette année dans un contexte assez difficile pour le Burkina. Merci Monsieur le Président, merci à True TV de me recevoir, merci au juge Inoussa Ouedraogo pour son avant-propos que j'ai trouvé assez pertinent, et je m'inscris dans la même logique que lui pour dire que le FESPACO, le fait de tenir cette édition, le pays s'inscrit dans la durabilité, dans la régularité, mais surtout la résilience de cet événement, parce qu'effectivement tout le monde connaît le contexte et tout le monde se dit bon, est-ce la peine d'organiser la Biennale du cinéma africain? Déjà, ça a été un prouesse d'avoir organisé le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, qui à mon avis a été un succès, vu que d'un point de vue sécuritaire, c'était avec des préoccupations à ce sujet. Le pays a pu en tout cas maîtriser ce volet, et nous espérons la même chose pour le FESPACO. Je pense qu'il y a un certain déploiement des forces de défense et de sécurité qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Bon,
des critiques diront non, est-ce que c'était pas mieux de déployer ces gens sur le front de combat? Bon, je pense que la société est organisée de telle sorte aussi que les gens doivent comprendre. C'est vrai qu'on a une cérémonie assez grandiose, festive, où il y a une chorégraphie, il y a des discours, mais il faut comprendre que le cinéma c'est un tout, c'est la vie. Le cinéma, c'est la vie. Et le thème choisi cette année n'est pas un fait du hasard. Si les gens doivent venir à travers le cinéma réfléchir à des formules pour nous permettre de sortir de cette crise que nous traversons depuis quelques années, je pense que c'est une bonne chose. Et je crois que, je vais peut-être anticiper, que Apolline Traoré, qui représente le Burkina Faso dans la catégorie fiction, long métrage, vient avec un film à propos qu'il convient de regarder. Moi, j'ai suivi un peu l'ambiance des tournages du côté de la Mauritanie, j'ai vu les efforts qui sont faits. C'est un film d'actualité. Voilà. Donc, ce genre de production cinématographique nous met en contact avec notre réalité. Donc, le cinéma a sa place même dans ce contexte d'insécurité, de difficultés que traverse le pays. À travers les images, des messages peuvent passer. Et surtout, quand ces messages ont un lien direct avec une certaine culture de la paix, conformément à la thématique de l'édition, la 28e édition du FESPACO, je pense que c'est de très bon augure. C'est de très bon augure et d'ailleurs cette actualité sécuritaire a interpellé plusieurs cinéastes. Boubacar Diallo a également produit un film qui sera dans la section Burkina, je crois, sur la même thématique. Il y en a d'autres. Donc je crois que c'est de bonne guerre de pouvoir parler de cette actualité-là à travers le cinéma. C'est le cinéma dont nous parlons et cette cérémonie d'ouverture de la 28e édition du FESPACO placée sous le thème Cinéma d'Afrique et culture de la paix a eu lieu le 25 février dernier à Ouagadougou. Avec un merveilleux spectacle, Inoussa Ouedraogo, images, son, lumière, beaucoup d'émotions et une forte présence du Mali, pays invité d'honneur. Oui, tout à fait. Je pense que le spectacle était beau, malgré, comme je l'ai dit, les difficultés, malgré le cœur serré de nombreux Burkinabés. Il y a eu quand même une belle fête avec Floby qui a fait une bonne prestation, avec Diabaté Sidiki du Mali aussi qui a entonné l'hymne national des deux pays. C'était émouvant. Il a exécuté avec la Koura. Absolument, avec la Koura et tout le monde a répondu en chœur. C'était vraiment émouvant. On a vu également ces belles figures qui nous ont été présentées à travers donc une belle présentation chorégraphique. Je pense qu'on doit tirer le chapeau à tous ces acteurs de l'ombre-là qui ont permis donc que ce travail soit une réalité. Comme on le disait, le contexte est certes difficile, mais je pense que progressivement, on va mettre aussi la joie dans le cœur donc, de ceux qui n'ont pas du tout le cœur à la fête. Je pense que le cinéma aussi joue sa contribution en apportant donc ces moments de joie-là à toutes ces populations. Je voudrais demander à notre invité de nous dire justement, lui qui a tourné un film sur Sankara, comment il a vécu l'enterrement des restes du père de la Révolution, qui est aussi un acteur majeur dans la force qui a été donc insufflée à un moment donné au FESPACO. Je pense que c'était à travers, je ne suis pas le seul Burkinabé à avoir ressenti ça, il y avait une sorte de vive émotion, parce que j'ai bien apprécié ces différentes étapes. Il y a l'assassinat d'un président, ensuite il y a tout ce branle-bas juridique pour pouvoir connaître les auteurs. Les auteurs sont désignés, condamnés, on procède à l'inhumation. Malheureusement, ce qui devait être l'objet d'une sorte d'apothéose, d'un fait historique marquant, apothéose entre guillemets, parce que c'est quand même un événement triste, je vais dire, une conclusion plus ou moins bénéfique émotionnellement ou psychologiquement. Un événement rassembleur. Finit par diviser les gens. Mais en cela, moi, je note une chose. Sankara devait-il être enterré au niveau du Conseil de l'Entente, du siège du Conseil de l'Entente, ou rester au cimetière des Dagnoins, comme certains le disent, puisque certains estiment que ce sont les ossements qu'on a envoyés pour l'expertise, et qu'au cimetière des Dagnoins, il y a toujours la chair des concernés, il n'est pas celui de la 12 compagnons. Leur chair est restée au cimetière des Dagnoins, donc ce qu'on enterre ailleurs, ce n'est plus les deux entités rassemblées, les deux entités, si vous voulez, physiques. Bon, moi, c'est à l'appréciation de tous.
Mais très sincèrement, je ne suis vraiment pas surpris, après avoir interrogé tous ces gens proches de Sankara, après avoir rencontré sa famille, et avoir compris avant tout ce branle-bas, tout ce bruit, qu'il y avait une sorte de division quant au lieu où il fallait enterrer le père de la révolution burkinabé. Je dis, je ne suis pas surpris. Tout ça, c'est du Sankara. Voilà, ça veut dire que c'est une vie avec des discussions, une vie, un destin marqué par des divergences de points de vue. C'est l'homme. Ça ne me surprend pas qu'il y ait autant de polémiques autour de son enterrement. Sa vie a été marquée par des polémiques, sa vie a été marquée par des audaces. Et donc, pour moi, enterrer au niveau du conseil de l'entente, au niveau du cimetière de Dagnoin, le plus important, c'est qu'on en vienne à enterrer de façon respectable, à enterrer de façon plus humaine des gens, Sankara et 12 autres personnes qui ont été rapidement ensevelis dans des conditions que nous tous nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Et je pense qu'il faut passer à autre chose. Maintenant, c'est triste que cette inhumation ne fasse pas l'unanimité, juste pour une question des sites. Je pense qu'avec le temps, les gens comprendront que le plus important, c'est qu'on puisse inhumer de façon digne et respectable le leader de la révolution burkinabé. Ça doit être le cas pour tout Burkinabé qui tombe d'une manière ou d'une autre. Voilà. Cela doit être le cas pour tout Burkinabé qui tombe d'une manière ou d'une autre. L'inhumation doit être respectable. Espérons que le temps fera son œuvre et que les cœurs seront apaisés. Mais nous sommes en plein FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et là, Serge Hermé Koulibaly, mon brillantissime homo, a un rêve. Son spectacle s'intitule d'ailleurs I Have a Dream. I Have a Dream, c'est cette chorégraphie du tonnerre qu'il nous a proposée et qui a mis en scène le patriotisme dans le combat contre le terrorisme et la recherche d'un lendemain meilleur. Les discours, il est vrai, n'ont pas été en reste et maintenant toute la place est donnée donc à la compétition avec les 170 films sélectionnés dans les 11 catégories de cette programmation de la 28e édition du FESPACO. On reste avec vous, Richard Tiennet. C'est une programmation qui est riche et qui montre aussi la vitalité du cinéma africain et qui est également de qualité. Donc la compétition sera rude. La compétition sera rude comme du reste à chaque édition du FESPACO. Et pour moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'il y a un gâchis dans la gestion de ces productions cinématographiques qu'une entité comme le FESPACO reçoit et diffusée au bout d'une semaine. Une semaine après, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui, pour un événement comme le FESPACO, qui a sa 28e édition, et que l'institution FESPACO puisse s'autofinancer. Voilà. Et s'autofinancer reviendrait à quoi? Ce sont les films dont vous parlez, les chiffres que vous venez de donner, sont les films que les gens vont regarder pendant le FESPACO. Dieu seul sait combien d'œuvres des cinéastes ont envoyé et qui... Il y a 1200 films qui ont été visionnés par le FESPACO et de ces 1200 films qu'on a sélectionné 170. Les 1200 films, qu'est-ce qu'on en fait? Et après, on se plaint de ne pas avoir les moyens d'organiser un tel événement. Moi, je pense qu'il est temps, par exemple, qu'au niveau du FESPACO, il y ait, ça c'est juste un exemple, il y en a plein d'autres. Il faut qu'il y ait un modèle économique qui permette à l'institution FESPACO de s'autofinancer. Aujourd'hui, les téléspectateurs et même les internautes sont demandeurs de production africaine. C'est nous qui sommes encore dans notre humilité à penser que ce que nous produisons, oui, il faut être modeste. Non, ailleurs, vous allez aux États-Unis, les productions africaines sont de plus en plus réclamées, même en musique. Il y a des fusions qui se font aujourd'hui entre la musique américaine qui s'inspire de plus en plus des productions musicales du continent africain. Pourquoi ne pas avoir la possibilité au siège du FESPACO d'avoir une sorte d'antenne pour diffuser ces productions qu'on a en quantité et qui seront largement suffisantes pour tenir sur 2 ans, sur chaque... voilà. Donc, et ça peut être à la carte payée. Les internautes, les téléspectateurs qui vont suivre ces films doivent payer. Donc, au bout d'un certain temps, vous avez les séries, vous avez la fiction, vous avez des documentaires, vous avez cette possibilité quand vous allez
sur les réseaux sociaux ou sur en tout cas le média, l'internet, que vous puissiez cliquer, chaque clic génère des fonds pour l'institution. Vous regardez votre film, ça se passe comme ça sans vouloir faire de la publicité pour certaines plateformes comme Netflix, voilà, qui génère des fonds. Pourquoi nous, Africains, nous allons continuer à laisser le FESPACO être géré par l'État burkinabé et quelques partenaires. Donc, c'est, à mon avis, la quantité de production qu'on reçoit atteste qu'il y a ce foisonnement atteste que les gens veulent travailler, que les gens ont envie de faire connaître les réalités aussi du continent aux autres. Mais malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas une très bonne distribution ou une très bonne promotion de toutes ces productions. Il y a quelques-unes qui s'en sortent, qui ont le temps de faire le tour des festivals, mais dans la majorité des cas, ce sont des films qui dossent après dans des tiroirs. Moi, j'ai eu la chance de faire Thomas Sankara l'humain. Et il a fallu qu'après, tu te débrouilles par toi-même pour faire tourner le film. Parce que je n'ai pas de distributeur. Peut-être un choix aussi. Le film, il sera projeté à l'ISIS le mardi 1er mars à 18h30. Et l'ISIS, c'est l'Institut des sciences de l'image et du son. Et avant cela, j'ai été à l'UKO à Bobo Dioulasso. J'adore cela. Ça me permet de parler aux étudiants, ça me permet, on a des débats et ils m'enrichissent à travers un certain nombre de questions qu'ils posent pour la suite du travail que je prépare. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a un moment où il faudrait que ces productions-là ne soient pas juste vues pendant le FESPACO. C'est vrai qu'il appartient à chaque réalisateur, chaque producteur de faire tourner son film, mais trouvons déjà cette astuce qui va nous permettre de faire voir nos films sur les écrans, en ligne et sur des plateformes, et que cela permette à l'entité FESPACO de s'autofinancer. C'est une question fondamentale, la question du financement et des productions. Une idée à creuser sans doute, sortie par notre invité. Oui, Inoussa Ouedraogo, sur cette question du financement du cinéma. Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui. Et on a mal à nos modèles économiques. Vraiment, quand on regarde chaque édition du FESPACO, les difficultés qu'on a à financer ce festival-là qui a plus de 50 ans, on peut se poser effectivement des questions. Est-ce qu'on va continuer à être à la mamelle de l'État qui a des difficultés, qui a tellement de priorités, justement qu'à un moment donné on se demande si oui ou non il faut tenir le FESPACO. C'est valable aussi pour les autres festivals, que ce soit le CIAO, que ce soit d'autres festivals. C'est toujours l'État qui est obligé de casquer et par moments des partenaires qui sont là, qui essaient aussi d'apporter leur contribution. Je pense qu'à un moment donné, on doit s'arrêter, réfléchir à des formes innovantes de financement de nos festivals. Je pense que c'est très important. Nous avons l'intelligence qu'il faut, il suffit de s'y mettre et il faut aussi que l'État accepte de se retirer un tout petit peu. C'est vrai, en tant qu'État, c'est bien d'avoir un regard sur tout ce qui se passe, mais je suis persuadé que si on confie à une équipe la réflexion nécessaire à pouvoir construire un FESPACO indépendant qui s'autofinance, je pense que nous avons les capacités de le faire. Et puis, il y a aussi le fait, à mon avis, que aujourd'hui, il y a tellement de films, comme notre invité le dit, qui sont produits chaque année, que nous n'avons malheureusement pas la chance de voir, simplement parce qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à des mécanismes d'autofinancement, ou encore parce qu'on ne connaît même pas ces productions-là en dehors donc, du carcan du FESPACO. Pourtant, l'une des meilleures façons de déstabiliser les fondements culturels d'un peuple, c'est de lui imposer à ce peuple-là une vision du monde autre que celle qu'elle s'est forgée depuis des années. Or, nous, aujourd'hui, nous regardons la culture des autres. Au quotidien, nos petits écrans sont remplis de films réalisés par d'autres personnes avec d'autres cultures. C'est vrai que ça nous enrichit, mais en même temps, il y a des moments où ça nous perd. Mais en regardant nous-mêmes nos propres films, nos propres productions, en regardant nous-mêmes à travers l'écran notre histoire, notre culture, etc., évidemment, on peut s'y retrouver plus facilement et savoir là où on va. Et je pense que cette interpellation de Richard Tiennet est effectivement à propos et j'espère que les autorités qui nous écoutent pourront
avec les spécialistes du domaine, réfléchit donc à cette problématique. Et il y a vraiment de la matière, si on prend rien que le palmarès du FESPACO, le palmarès qui comprend les étalons d'or de Yenega, mais aussi les poulains d'or qui sont intervenus par la suite avec tous les prix, tous les films primés dans différentes catégories, sans compter justement, comme il le dit si bien, ces films-là qui nous sont venus, qui sont venus en visionnage, mais qui n'ont pas été sélectionnés et qui pourraient être vus par beaucoup d'Africains. Notre invité du jour sur cette audience du tribunal de l'actualité s'appelle Richard Tiéné. Il est journaliste, directeur de publication de Radar Info Burkina. Et nous parlons du FESPACO actuellement. Du FESPACO qui tient sa 28e édition avec des espoirs pour le Burkina. Des espoirs pour le Burkina à la recherche de l'étalon d'or de Yenega depuis le succès en 1997 de Gaston Kaboré avec Boudiam. Et ces espoirs-là reposent sur le film Sira de la cinéaste Apolline Traoré. Il faut souligner qu'avant Gaston Kaboré, le Burkina a remporté son premier étalon d'or de Yenega en 1991 avec le film Tilaï de Idrissa Ouedraogo qui nous a quittés. C'était un 18 février, il n'y a pas si longtemps. Non, enfin, il est mort il y a quelques années. J'évoque que c'était en 2018 qu'il nous a quittés. Et donc, 18 février, on a fortement pensé à Idrissa Ouedraogo. C'est une troisième couronne pour ce pays. Une troisième couronne qu'on attend, qu'on espère, et qui serait aujourd'hui tout un symbole, d'autant qu'elle consacrerait, Richard Tiéné, le premier sacre d'une femme. Sur le toit du cinéma africain. En 28 éditions, il n'y a jamais eu de femme étalon d'or de Yenega. Et pourtant, l'étalon d'or, ou bien l'étalon, est porté par une femme, la princesse Yenega. Bien sûr, il faut dire que l'implication réelle des femmes dans le cinéma africain est tellement criarde qu'on a envie de dire mais pourquoi depuis justement il n'y a pas ce sacre. Elles font des efforts, elles sont présentes, elles dominent sur les écrans, elles sont imposantes de par leur maîtrise souvent de sujets. Je parle de certaines actrices, mais aussi de certaines réalisatrices qui ont du cran. Fanta Regina Nakro et aujourd'hui de façon plus récente Apolline Traoré. Ce que j'apprécie beaucoup chez cette dame-là, c'est son audace. Voilà, parce que on a vu qu'elle a une certaine régularité au FESPACO et qu'elle prend son travail vraiment au sérieux. Et ce ne serait pas surprenant qu'elle remporte les talents d'or de Yenega. Surtout que j'estime que son film et la thématique de cette 28e édition vont ensemble. Maintenant, après, c'est l'analyse des juges, parce que le cinéma n'est pas seulement fond, le cinéma aussi se forme à travers la technique, voilà, la façon dont les images sont déployées, les moyens qui sont injectés dedans et la valeur artistique, esthétique de certaines des plans séquencés. Donc c'est à l'appréciation d'un jury qui peut, en vérité, si on devait s'en tenir au fond, Apolline Traoré fait des efforts en termes de contenu, parce que moi je suis pour le cinéma qui parle au peuple, pour le cinéma qui motive, qui a une valeur quelque peu pédagogique par rapport à la chute du film, par rapport aux enseignements éventuels qu'on peut en tirer. Voilà. Et dans ces films, Apolline Traoré elle fait cet effort. Après, il y a la technique qui entre en jeu. Et techniquement, le Burkina, sincèrement, n'a rien à se reprocher. Aujourd'hui, vous voyez des séries qui sont prisées sur le bouquet. Et ces séries-là, quand vous vous renseignez très bien, vous avez des techniciens burkinabés qui étaient à la manette, soit à travers la caméra pour les prises de vue, et ils sont brillants et ils sont recherchés. C'est des gens, pour la plupart, qui ont été formés au Burkina Faso ici. Et donc, techniquement, on a de la matière. Que ce soit au niveau des scénaristes, que ce soit au niveau des techniciens, pendant les tournages, on a de la matière. Maintenant, comment fédérer tout cela pour que nous-mêmes, à notre niveau, nous puissions produire des films compétitifs? Là est toute la question. Mais j'espère, pour le symbole, ce serait effectivement très intéressant de savoir que Apolline Traoré
puisse être la première femme à brandir l'étalon de Nyenenga, surtout que il s'agit de l'étalon de Nyenenga, ce serait tout un symbole. Et je ne peux que lui souhaiter bonne chance. Moi, j'avais beaucoup espéré avec l'œil du cyclone. À l'époque, qui a remporté plein de prix spéciaux et qui malheureusement n'a pas eu les talons d'or de Yenenga. Je suis impatient de voir la prochaine production des réalisateurs parce que c'était vraiment un film qui aujourd'hui encore est d'actualité. L'œil du cyclone. Voilà, donc c'est la prise en charge psychologique de ces personnes-là qui en sont affectées par les guerres et c'est très difficile. On voit que la fin, c'est pas forcément un happy end, comme certains le souhaitent dans le cinéma. C'est une fin tragique, triste, mais et qui est d'actualité quand on suit par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui et qui a un rapport avec les attaques des groupes armés. Oui, c'est ça, l'œil du cyclone avec une Mouna Ndiaye qui nous a fait un jeu formidable aussi dans ce film qu'on aimerait revoir encore et encore. Apolline Traoré qui porte les espoirs du Burkina et qui vient d'ailleurs de remporter un succès d'estime au Festival de Berlin, la Berlinale, en remportant donc le prix du public. C'est peut-être un bon signe, non, Inoussa Ouedraogo? Oui, nous espérons que cette fois-ci ce soit la bonne. À l'édition dernière et même avant-dernière, on avait espéré que Apolline allait nous faire rêver. On espère une fois de plus encore qu'à la faveur donc de cette 28e édition, elle pourra enfin brandir les talons du Yenenga. Richard évoquait la problématique de la formation. C'est vrai que nous avons des techniciens compétents qui s'exportent de plus en plus, mais il faut souligner aussi que nous avons des problèmes, à mon avis, d'infrastructures pour mieux former nos personnes qui s'engagent dans ce domaine cinématographique-là. Ouagadougou est la capitale du cinéma, c'est vrai, on le dit comme ça, mais quand on va après à l'ISIS et qu'on regarde les infrastructures, on se pose des questions. L'INAFEC, à un moment donné, a pu produire des hommes de qualité qui ont fait donc la pluie et le beau temps dans la cinématographie africaine. Mais après, c'est allé où? Dans nos universités aujourd'hui, il n'y a pas un département cinéma. Pour un pays qui est la capitale du cinéma africain, ça pose problème. Et moi, je voudrais justement interpeller nos autorités sur la nécessité de faire de la formation. Parce que si pendant tout ce temps, on n'a pas remporté les talons d'or, c'est vrai que c'est parce que d'autres pays s'invitent de plus en plus et que la compétition est devenue rude, mais il faut aussi avoir le courage d'interroger non seulement le financement de notre cinéma, mais aussi la formation aussi bien de nos acteurs que de nos techniciens. On n'a vraiment pas sur ce plan-là des infrastructures qui fassent rêver. On tire moins, à mon avis, le maximum chez nos acteurs qui sont devenus des monuments à l'extérieur, mais ici on attend à la faveur simplement du FESPACO pour tenir des masterclass. Des géants comme Gaston Kaboré justement sont très peu exploités. Il y a pas mal de monuments comme ça de notre cinéma qui ne sont pas suffisamment exploités à mon avis, et je pense que on devrait donc saisir l'occasion d'investir dans la formation, parce que le Burkina, n'ayant pas de pétrole, sur le plan culturel nous sommes assez dynamiques. Il faut donc former de la ressource afin donc que ce soit nous aussi notre pétrole. Et je voudrais donc interpeller les autorités là-dessus, parce que en la matière nous sommes très très en retard. Oui, la formation c'est important, les équipements c'est important, et on a l'exemple du Sénégal qui pendant longtemps n'a pas remporté les talons d'or de Yenenga et qui presque coup sur coup, parce qu'il y a eu une politique, une véritable offensive et une politique de financement derrière, a fait un travail formidable au point de remporter 2 fois les talons d'or de Yenenga. Oui, mais cette question justement, c'est du ressort aussi des autorités, d'où justement il faut un certain nombre d'actes, d'actions pour accompagner et pour dynamiser le secteur cinématographique au Burkina. Richard Tiéné. Je suis tout à fait d'avis avec Inoussa Ouedraogo, c'est-à-dire que ce n'est pas la volonté qui manque. Parce qu'aujourd'hui encore, on a la chance au Burkina d'avoir ce qu'on appelle les ciné-clubs.
Quand vous allez dans les établissements d'enseignement secondaire, il y a de la volonté, il y a des jeunes qui sont initiés au cinéma. D'ailleurs, le jeudi, nous primons des jeunes qui, en mai du FESPACO, nous avons organisé avec des partenaires américains une campagne qui s'appelle Red Card, carton rouge contre la violence à l'endroit des femmes et des jeunes filles. Donc les jeunes dans les lycées et collèges, mais aussi dans les instituts comme l'ISIS, ont produit des films d'une durée de 3 minutes. Voilà, et ces films-là seront appréciés, les réalisateurs, l'équipe de production, les gens seront récompensés le jeudi prochain à 18h30. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas la détermination au niveau des passionnés du cinéma qui manque. Effectivement, avec Inoussa, le cinéma aussi, c'est la prouesse technologique, c'est aussi le décor, c'est aussi la formation avec un minimum d'infrastructures. Pour un pays qui est la capitale du cinéma, c'est vrai qu'on a d'autres priorités au Burkina. C'est pourquoi j'ai dit que ce soit les autorités politiques, que ce soit au niveau de tous les acteurs qui travaillent dans l'industrie du cinéma, il faut réfléchir à des possibilités pour s'autofinancer. Pour pouvoir, l'État ne pourra pas aussi, comme quelqu'un l'a dit, l'État ne peut rien par moment pour accompagner, parce que l'État aussi a, dans un environnement, dans un contexte comme le Burkina, a ses réalités. Donc du coup, il faudrait que les acteurs de la filière cinéma réfléchissent à des formes de production. Parce que ce qui est dommage aussi, dont on parle peu, le financement des productions africaines, le financement vient d'où? Ça vient de l'extérieur. Il y a des guichets, des guichets se sont fermés aussi, et donc se sont amenuisés et tout le monde se rue sur ces guichets-là. Justement, si ton financement vient de l'extérieur, est-ce que tu penses pouvoir être libre dans ta ligne éditoriale, dans ta façon, ta démarche de faire le cinéma? Nous, quand on devait produire Thomas Sankara l'humain, pourquoi on a mis 7 ans? Parce qu'on voulait parce qu'on voulait une certaine indépendance. D'abord pour être en conformité avec l'esprit du leader de la révolution burkinabé. Imaginons que notre film soit financé par, entre guillemets, certaines puissances. Entre guillemets, l'impérialisme international. Bon, je n'ai pas voulu lâcher le mot. Vous voyez, quand c'est ça, vous imaginez toutes les interprétations qu'il pourrait avoir sur chaque séquence, sur le choix des concernés. Non, justement par rapport à cette indépendance, nous avons fait notre film en autofinançant notre production à GECOM. Donc, c'est pareil pour l'industrie du cinéma de façon générale. Si vous allez, faites un tour au FESPACO, quand les films finissent, les gens quittent la salle. Asseyez-vous un peu, prenez le temps de regarder le générique de fin et vous voyez la pléthore de partenaires qui mettent les moyens dans les films des gens. Vous vous posez des questions sur l'indépendance de tous ces réalisateurs, de tous ces producteurs dans l'élaboration de leurs produits finis, le film. Sauf qu'ils n'ont souvent pas le choix. Ils n'ont pas le choix d'aller là où ils peuvent trouver un peu d'argent. D'où la nécessité de réfléchir à permettre au cinéma africain d'être indépendant financièrement pour nous permettre de voir des films où les gens auront eu toute l'attitude de la liberté pour exprimer leur talent, sans qu'ils ne soient sous ces pesanteurs qui sont, à mon avis, très pesantes, justement, dans la façon de concevoir les productions cinématographiques. Ce sont des réalités que nous vivons au quotidien. Quand nous regardons nos cinémas, on se demande si les gens sont effectivement libres dans leur démarche. D'autant qu'un film, ça coûte cher, très cher, et il faut trouver les ressources nécessaires pour pouvoir les tourner, et les tourner dans de bonnes conditions. Richard Tiéné, journaliste et directeur de publication de Radar Info Burkina, est notre invité à cette audience du tribunal de l'actualité où nous parlons FESPACO. Dernière préoccupation sur ce volet FESPACO, Inoussa Ouedraogo, c'est peut-être d'évoquer le pays invité d'honneur
d'honneur, le Mali. Le Mali qui a fait une présence, il y a eu une présence remarquée à Ouagadougou pour le Premier ministre malien d'ailleurs. Je cite, nous sommes des frères, le Burkina donc et le Mali, nous sommes des frères nourris par la même sève, liés par l'histoire et la géographie. Fin de citation. Le Mali qui est aussi un grand pays de cinéma. Oui, le Mali aussi est un grand pays de cinéma. On a rappelé Souleymane Cissé qui a remporté le FESPACO. Deux fois les Talons d'Or. Et effectivement, on a aussi Sissoko, Cheikh Oumar Sissoko, qui est aussi présent avec la FEPACI. En tout cas, le Mali a montré que le Burkina est un pays frère et que dans la dynamique politique, il y a une certaine vision des autorités de ces deux pays-là. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le discours du Premier ministre Choguel Maïga. Je pense que effectivement, nous sommes proches aussi bien par l'histoire, par la géographie que par la culture, et l'ensemble des acteurs essaient d'apporter leur contribution. Et comme je disais à l'entame de cette émission, quand j'ai entendu l'artiste malien Sidiki Diabaté entonner avec la kora, avec une certaine maestria, l'hymne national des deux pays, ça fait frissonner. Et effectivement, ça montre qu'il y a un début de quelque chose. Mais bien entendu, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Les acteurs culturels, à mon avis, peuvent être des maillons forts de ce rapprochement-là. Et si effectivement cette vision est construite autour des acteurs culturels, évidemment, on ira loin avec cette volonté de rapprocher au maximum ces deux peuples presque tout unis. Et rapprocher ces deux peuples qui sont déjà proches, qui sont déjà frères, donc par l'histoire, par la géographie, mais les rapprocher aussi par le cinéma où justement le Mali est un grand pays de cinéma, 3 étalons d'or à son compteur, 1979 et 1983, avec respectivement Bara et Figné de Souleymane Cissé, puis en 1995 avec Gimba de Cheikh Oumar Sissoko. On a un grand acteur du cinéma qui est donc pays invité d'honneur. Peut-être que c'est l'occasion aussi pour que le Burkina atteigne le niveau du Mali en termes de talent d'or de Yunega. En rapportant un troisième titre. Ok. Oui. Bon, moi je pense que c'est pas surprenant que le Mali remporte autant de trophées. C'est un pays qui est constant dans sa démarche cinématographique. Et quand vous vous rendez au FESPACO, vous êtes impressionné par la forte mobilisation des cinéastes maliens qui viennent au Burkina. Certains qui viennent pas forcément avec des films, mais pour apprendre, qui toquent à la porte du festival et que vous rencontrez au MICA, au marché du cinéma, au marché international du cinéma africain et de l'audiovisuel. Voilà. Donc, ces gens, quand vous les approchez, vous comprenez un peu leur démarche. Ils ont envie d'apprendre. Ils ont soif de connaissances. Et ils ont, dans leur production, ils s'inspirent beaucoup des réalités qu'ils ont vécues ou qu'ils vivent. Le cinéma malien, c'est un cinéma, pour moi, qui, quand je regarde, il y a une charge informative historique qui est très importante, qui amène aussi. C'est pour ça que je dis la charge historique très importante, où on découvre ce peuple vaillant et la beauté de sa langue, parce que pour certains c'est plutôt le sous-titrage. C'est la langue qui est utilisée pour des films, et moi j'aime beaucoup ça. On n'est pas obligé justement d'avoir des films où il faut parler forcément français ou anglais. Nous avons des langues qui sont magnifiques. Maintenant, la difficulté résidera justement dans le doublage ou dans le sous-titrage, parce qu'il y a des termes que nous utilisons qui n'est pas évident de pouvoir transcrire. Les transcrire sur l'écran. Et je pense que le Burkina doit s'inspirer de cette expérience du Mali, le secret. Et c'est pas que les Burkinabés ne font pas d'efforts. Voilà, quand vous suivez Sia, le rêve du Python, et ça. Vous avez plein de Dani Kouyaté, vous avez des comédiens et des techniciens du cinéma malien qui ont tourné, qui ont travaillé dans ce film. Je pense qu'on parle de fédération et autres. C'est à travers le cinéma, on a cette possibilité de vivre cette réalité. Parce que vous avez des productions ivoiriennes, vous avez des
techniciens burkinabés qui sont directement impliqués et vice-versa. Et pour moi, c'est qu'en politique qu'on parle de fédération, et sinon dans les échanges commerciaux ou culturels, c'est le vécu de notre vécu de tous les jours. Moi, je pense que le Mali a encore beaucoup de choses à nous montrer au cinéma, et je suis franchement très ravi que ce pays a été choisi comme un pays invité d'honneur. C'est tout à fait mérité, de par la mobilisation des cinéastes de ce pays, comme je disais tantôt, mais aussi la qualité de production des cinéastes maliens. Tout à fait mérité, nous dit Richard Tiennet, qui parle déjà de fédération, qui entame notre deuxième mouvement dans cette audience, le Mali et le Burkina, qui ont d'ailleurs profité donc de cette 28e édition du FESPACO pour déployer un agenda politique à travers notamment la tenue d'un conseil conjoint de gouvernement que les deux pays entendent institutionnaliser, Inoussa Ouedraogo, tous les 6 mois de façon alternée entre Ouagadougou et Bamako. Une riche idée selon vous? C'est une bonne chose. Effectivement, on a déjà vu ça avec les TAC, avec la Côte d'Ivoire, de coopération avec la Côte d'Ivoire. On le voit cette fois-ci avec le Mali. C'est une bonne chose, pourvu que ça s'inscrive dans la durée et que ce soit entouré en fait ou encadré d'une vision politique claire. Vision politique à laquelle les peuples adhèrent, parce que très souvent quand les peuples ne sont pas associés effectivement à ce type de réflexion, il suffit que ceux qui portent le projet ne soient plus à la tête de nos États pour que ça s'étiole. Et donc je pense que cette dynamique que le Burkina a commencé avec le Mali est une excellente chose, et j'espère que ça va être inscrit dans la durée. Et pour que ça s'inscrive également dans la durée, il faut aussi que nos techniciens soient réellement impliqués. Assez souvent, ce genre de projet, on voit qu'en amont, il y a des techniciens qui travaillent, qui se retrouvent plusieurs mois durant, qui travaillent, et à un moment donné, le couronnement devient donc la rencontre entre les personnalités, les autorités au sommet. Mais pour cette fois-ci, avec le Mali, c'est allé très vite. Ce sont les autorités au sommet qui ont d'abord semblé donner le là, et ensuite les techniciens en arrière ont travaillé. Peut-être que c'est une autre méthode qui peut marcher, mais le plus important, c'est que nous tirons surtout leçon de l'histoire. Parce que historiquement, il y a eu la Fédération du Mali, où la Haute-Volta à l'époque était partie prenante avec le Bénin. Mais par la suite, pour des raisons politiques, pour des divergences énormes qu'on n'aura pas le temps en tout cas de discuter ici, ça n'a pas marché. Et finalement, le Mali s'est retrouvé pratiquement tout seul. Et jusque-là, le Mali reconnaît dans sa constitution la possibilité justement d'abandonner sa souveraineté pour aller vers une sorte d'unité africaine. Et là-dessus, donc, je pense que le Mali est très en avance sur nous. Et tirant leçon justement de l'histoire, nous devons faire en sorte que cette fois-ci, s'il doit avoir des difficultés ou des échecs, que ça ne passe pas, en tout cas par le Burkina, et je pense que les Maliens aussi feront tout pour que ça ne passe pas par eux. À travers donc ces rencontres de ces deux pays-là, toute l'Afrique rêve, parce qu'on rêve d'indépendance, on rêve d'unité, on rêve donc des États-Unis d'Afrique. Il faut bien que ça parte par quelque chose. Est-ce que c'est le début? C'est peut-être trop tôt de le dire, mais nous sommes en droit de rêver. Et comme l'a dit aussi l'artiste malien Sidiki Diabaté, ils n'ont pas le droit d'échouer. Ils ne doivent pas échouer et ils doivent mettre tout en œuvre pour ne pas échouer. Et pour ça, bien entendu, comme je l'ai dit, il faut que les peuples soient associés, il faut que ce soit les peuples qui soutiennent et qui tiennent ce rêve-là d'aller donc vers cette fédération. Ça ne sera pas facile parce que d'autres n'ont aucun intérêt à ce que nous soyons unis, mais si nous comprenons la nécessité de l'unité, si nous comprenons qu'ensemble on devient plus fort, évidemment on continuera donc le rêve que d'une part Thomas Sankara a nourri et d'autre part avant Modibo Keïta également a nourri. Alors, on va demander ce qu'en pense notre invité à cette audition
à cette audience du tribunal de l'actualité, Richard Tiennet, qui est journaliste et qui donc s'intéresse aussi à ces questions-là. Est-ce que d'une certaine façon, ce n'est pas aussi une décision conjoncturelle en raison de l'actualité actuelle, de ces deux pays, l'actualité sécuritaire, et notamment ces sanctions aussi qui sont tombées avec les institutions régionales. Et puis, comme il a évoqué tout à l'heure, le TAC avec ces conseils conjoints de gouvernement qu'on a déjà connus, est-ce qu'on ne risque pas, est-ce qu'on n'est pas en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul? Moi, je dirais que ce serait même mieux et bien, c'est mon avis, qu'on reste justement sur ce contexte conjoncturel pour se retrouver. Le Burkina peut en faire autant avec le Niger, le Togo, le Bénin, parce que le contexte justement impose ce type de rencontre. Et j'aimerais bien qu'on aille au-delà du politique pour inclure dans ce genre de rencontres aussi certains acteurs quelque peu négligés à mon sens. Je veux parler notamment des catholiques, des musulmans, voilà, et des animistes, des gens voilà, au niveau qui viennent de diverses confessions religieuses, que les gens s'asseyent, mais aussi les notabilités coutumières. Parce que, mine de rien, on s'évertue à penser que la résolution au problème de la crise que nous traversons dans la sous-région est forcément, la solution est forcément militaire. C'est peut-être une erreur. Moi, je pense qu'il faut permettre, par exemple, que les Maliens, les chefs coutumiers du Mali et du Burkina se retrouvent autour d'une table pour parler, que certains acteurs de confession religieuse se retrouvent et que le politique aussi soit engagé à travers la démarche que nous avons vécue récemment à Ouagadougou et qu'on parle d'une même voix. Parce qu'il y a des solutions endogènes à la crise que nous traversons et ces solutions-là ne peuvent pas être mises en exécution sans justement l'implication, comme Inoussa Ouedraogo l'a dit tout à l'heure, des principaux concernés. Donc on a affaire à des techniciens, à des politiques qui viennent, qui échangent, qui donnent leur point de vue, mais il ne faut pas oublier la base. La base est le socle des grandes décisions. Et quand elle est oubliée, dans la pratique, quand on décide, on signe des traités, quand on se retrouve confronté à certaines réalités, il y a une forme de blocage. Et je pense aussi que le contexte sécuritaire le contexte sécuritaire m'amène à penser à autre chose par rapport à ces rencontres. Est-ce propice? Pour moi, ça aurait été propice si on avait les états-majors et les entités dont je viens de parler qui se retrouvent et parlent de choses concrètes en rapport avec la sécurité. Parce que mon inquiétude serait quoi? On évoque sous une période de transition une fédération. C'est un peu trop lourd. Et vous savez comment nos États fonctionnent. Je le souhaite. On organisera bientôt, quand on retrouvera peut-être une stabilité, une élection. De toutes les façons, la transition a un temps bien donné. A vocation à se terminer. À se terminer le plus tôt possible. Si, voilà, bon, en tout cas, il y a un délai de fin de transition. Est-ce que ce délai-là est suffisant pour commencer à avoir une réflexion aussi vaste autour de problématiques liées à la fédération? Je dis non. La transition n'aura pas ce temps-là. Elle va jeter les bases. D'accord. Tout le monde dit ce serait bien qu'on jette les bases. Mais elle va jeter les bases même si l'État est une continuité. Vous allez vous trouver dans une logique où le prochain dirigeant, le prochain président est libre de faire marche arrière. Tout le monde est pour aujourd'hui l'unité africaine. C'était le rêve de Kwame Nkrumah. Et aujourd'hui, les Africains ont compris la nécessité de s'organiser comme certains le font. Et juste malheureusement, les instruments que nous utilisons pour cette unité-là, je veux parler de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'UEMOA, montrent aussi les limites. Ce qui amène les populations et les dirigeants de réfléchir à des formes plus légères, voilà, d'intégration, d'unité entre les peuples. Et la rencontre de Ouagadougou, elle n'est pas pour moi de trop, mais elle aurait pu circonscrire les échanges autour notamment des questions sécuritaires. Et laisser c'est bien de jeter les prémices.
les prémices d'une fédération et les gouvernants qui seront démocratiquement élus, qui seront au pouvoir, auront la latitude. Maintenant, ce serait à leur appréciation, en fonction de leurs projets de société, en fonction de leurs programmes de société. Et ça sera donc la fin de cette émission, puisque les réflexions se poursuivent pour ce qui concerne la création de cette fédération. Cette audience du tribunal de l'actualité s'achève. C'est la première de la 8e, ou plutôt de la 9e semaine de l'année 2023, consacrée à la 28e édition du FESPACO, avec Richard Tiéné, journaliste et directeur de publication de Radar Info Burkina, comme invité. Merci d'avoir honoré notre invitation. Je suis je suis ravi du moins d'être reçu par True TV et bravo pour tout ce que vous faites et longue vie au tribunal de l'actualité. Merci beaucoup Richard Tiéné et merci juge Inoussa Ouedraogo. Merci bien, bravo aussi à Richard Tiéné qui en plus de faire du journalisme fait aussi du cinéma. Ce n'est pas donné, bravo, courage pour la suite. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV, pour votre fidélité et pour votre attention. Hommage renouvelé à nos combattants qui payent de leur vie la sauvegarde de la patrie, prompt rétablissement à tous les blessés ainsi qu'à tous les malades. Et notons que chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité une victoire. Prenons donc soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.